participer. D'ailleurs, je profite pour vous souhaiter une année fertile, dynamique, forte pour vous, vos projets, pour l'éducation prioritaire, bien sûr. Alors pourquoi sommes-nous là ce soir à cette rencontre de l'Observatoire? C'est une posture un peu insolite, vu que d'habitude nous avons des invités et que nous leur donnons la parole, nous les questionnons, les sollicitons, et que cette fois-ci c'est nous qui prenons la parole pour présenter notre nouveau manifeste. Le manifeste, c'est une façon de prendre position, d'éclairer, d'investiguer un peu une question, celle de l'éducation prioritaire. Le manifeste précédent datait de 2006. Alors, ça ne remonte pas à 1982. Mais entre 2006 et 2017, il s'est passé plein de choses dans l'éducation prioritaire. Les réseaux en mission réussite, leur abandon en race campagne, la transformation des rares en nucléaire éclair, la refondation de l'école, la concertation nationale sur la refondation de l'école, la refondation de l'éducation prioritaire, les débats autour de la nouvelle géographie de l'éducation prioritaire, et puis tout ce qui se dégage maintenant avec le référentiel, cette refondation centrée sur la pédagogie, l'évolution des pratiques professionnelles. On le voit bien quand même dans l'actualité que l'éducation prioritaire pose toujours problème. Certains esprits ont du mal à évoluer très longtemps, sont un peu bornés, sans doute, et pour qui la question du label fait tâche. Il y a certains esprits qui restent encore à l'époque bénie où les moyens étaient répartis de façon complètement égalitaire, comme ça résolvait tout, on le sait bien. D'autres esprits n'ont pas peur des contradictions. Ils le disent, ils se répandent médiatiquement très souvent, entre d'une part, c'est pas raisonnable ce qui se fait, il y a des moyens qui sont bien trop éparpillés, mais néanmoins, chaque fois qu'un établissement demande à entrer en éducation prioritaire, les mêmes disent « Ah oui, il faut absolument élargir la carte ». Pas de problème sur la contradiction. Il faut élargir la carte, mais en même temps, pas éparpiller les moyens. De même, ceux qui critiquent le label, médiatiquement, en disant « Non, le label, c'est stigmatisant », chaque fois que des établissements demandent à entrer et bénéficier des labels, ils le soutiennent. Mais on n'est pas une contradiction près. Continuons sur ce chemin. Nous pensons qu'il faut reposer les choses et qu'il faut clarifier ce qu'est l'éducation prioritaire. Et c'est la première démarche de ce manifeste. Clarifions ce qu'est l'éducation prioritaire et ce qu'elle n'est pas. L'éducation prioritaire ne peut être la seule réponse de l'institution au défi de la démocratisation de l'école. Au défi des réponses à apporter à PISA 2015, après 2016, plutôt après PISA 2012, etc. On le sait. On le sait. L'éducation prioritaire n'est pas un continent à part. Fait partie de l'éducation ordinaire nationale. Alors à quoi bon? Alors à quoi? Il nous faut donc réaffirmer ce qu'était la volonté d'origine de ceux qui ont impulsé l'éducation prioritaire, non pas être une machine à distribuer des moyens, des indemnités, des reconnaissances, mais là où le service public ordinaire ne peut pas fonctionner, parce que les situations sociales, territoriales, sont tellement marquées par les inégalités et la guillotinisation, il faut recourir à un dispositif spécial qui s'appelle éducation prioritaire. Uniquement dans ces situations, fortement marquées par la ghettoisation. Là où le service public, dans son fonctionnement ordinaire, ne peut plus fonctionner.
bien sûr, en complément de cette volonté politique de traiter les inégalités et les exclusions, il faut qu'il y ait un autre volet qui figurait déjà dans notre manifeste de 2006, qui est la distribution différenciée des moyens ordinaires selon aussi les critères sociaux. Permettra de sortir du dilemme complètement binaire, on est dans l'éducation prioritaire ou on est dans rien du tout. On le voit bien aujourd'hui, et au moment de la carte d'ailleurs, des questions étaient posées par les enseignants, collectifs d'enseignants, qui disaient on a des difficultés dans notre exercice professionnel, on n'y arrive pas, il faut qu'on soit reconnu, il faut qu'on soit en éducation prioritaire. Moi je prends le début de la proposition. Et je ne dis pas que ces difficultés n'existent pas. Bien sûr qu'elles existent. Bien sûr qu'entre les demandes institutionnelles très fortes, qui sont par rapport au programme, par rapport aux missions, par rapport à la sélection qu'on fait jouer à l'école, et par rapport à la réalité de l'exercice professionnel, très souvent, les équipes d'enseignantes sont soumises à des grands écarts. Des grandes difficultés. Et que, comme elles n'arrivent pas à faire reconnaître ces difficultés, ces dysfonctionnements, comme elles se voient s'éloigner de la perspective de réussir cette démocratisation, elles se disent la seule façon d'être reconnues, c'est d'avoir le label d'étiquetage. Et ça, ce n'est pas une bonne réponse. Parce que l'étiquetage n'a pas de sens. L'étiquetage, la labellisation de tous les établissements, écoles qui auraient des difficultés avec de scolarisation et d'éducation de leurs élèves, peut conduire à 50% des écoles et des établissements d'éducation prioritaire si on les écoute. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire d'une part qu'il n'y a plus d'éducation prioritaire, le problème est réglé, mais derrière, il faut qu'on soit extrêmement ferme sur cette question-là dans les mois à venir. Derrière, ça veut dire que l'école ordinaire, si elle ne se transforme pas, elle est réservée aux enfants des couches supérieures. Et pour les enfants des couches populaires, c'est l'éducation prioritaire. Ça, c'est la fin du service public d'éducation. Ce sera la fin de l'école publique. Donc si on ne veut pas emprunter cette voie-là, il faut à la fois transformer l'ensemble du système éducatif, travailler effectivement à ce qu'il soit beaucoup moins sur la production d'une élite, mais la réussite de l'ensemble des jeunes, notamment de ceux dont les origines sociales et culturelles font moins bénéficier des codes et de l'implicite scolaire. Et pour la part de ceux qui sont dans des conditions extrêmement marginalisées et ghettoisées, là, il faut un dispositif beaucoup plus renforcé d'accompagnement, de formation, de moyens, qui s'appelle l'éducation prioritaire. Et il faut les deux. Pour nous, c'est très clair à l'Observatoire. On a une refondation de l'éducation prioritaire qui va dans le bon sens. On l'a dit publiquement plusieurs fois. Elle doit être confirmée. Mais si elle ne s'inscrit pas dans une refondation de l'école, elle échouera. Elle échouera. Ce n'est pas un continent à part. Donc, l'objectif, c'est de poursuivre, d'amplifier, de consolider la refondation de l'éducation prioritaire. Et nous appelons ça par un terme, il nous faut sanctuariser l'éducation prioritaire aujourd'hui. Si on connaît l'histoire de l'éducation prioritaire, on sait qu'elle a été faite continuellement de stop and go, de relance et d'arrêt, de relance et d'abandon, continuellement.
et que tous les grands esprits qui disent au bout de 35 ans ça ne produit rien, il ferait bien de s'intéresser à un simple histoire d'éducation prioritaire et à voir combien y a-t-il eu d'années de pilotage ministériel utile. Combien d'années? Que ça a des effets immédiats sur les réalisations sur le terrain des équipes. Donc, l'urgence aujourd'hui, c'est que ce qui est engagé là depuis 2013-2014, qui nous semble aller dans le bon sens, à certaines conditions, soit maintenu. Car on sait bien qu'en termes d'éducation, pour que cela produise des effets, il faut du temps, de l'accompagnement, de la formation, de l'encouragement.